tous les Grecs, tous les savants grecs, les premiers savants grecs, ont tous été en Égypte sans exception. Et en particulier le premier d'entre eux, Thalès, qui a été en Égypte à apprendre les sciences qu'on lui reconnaît. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, bon, on dit quand même, bon, l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalé, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, non, on peut s'arrêter là. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on nie. Et regardez ici, quand le professeur Van den Brink fait des fouilles, vous avez ici le proto-alphabet. A, B, C, D, H, M. Vous voyez, le A, vous avez l'Y ici, le proto-alphabet, qui est une écriture qui avait été élaborée par les prêtres, tout simplement pour pouvoir dialoguer avec les gens de la Phénicie. Et ce sont les Phéniciens, d'ailleurs, voilà le testament, vous voyez, des Grecs anciens et des chercheurs. L'écriture qui arrivait en Europe, via les Grecs et les Romains, est venue par la Phénicie. Et la Phénicie, avant, ben, vous aviez l'Égypte. Vous voyez? Donc c'est important de le comprendre parce que ici, vous avez une pièce de monnaie qui est Cadmos apportant l'écriture aux Grecs. Et nous sommes au 3e, vous voyez, plus 300 de l'ère chrétienne. Et ici, vous avez le testament de Nonos de Panopoulos, vous voyez, qui stipule, de Panopolis, en plus 500, que c'est bien un individu qui s'appelait Cadmos qui a porté l'écriture donc aux Grecs. Donc c'est-à-dire que vous voyez, l'Afrique encore fait un don inestimable à l'Europe, c'est le don de l'écriture. Et ça c'est important, c'est pour vous dire que, en fait dans le fond, voilà la représentation de ce Cadmos qui a été fait par les Grecs, et ce Cadmos, vous voyez, est né tout simplement en Afrique ici à Thèbes, et c'est pour ça qu'il a créé en Europe la ville de Thèbes. Vous avez la ville de Thèbes ici, et la ville de Thèbes en Afrique. Donc ça c'est important de le souligner. Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture, ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantraine, c'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot grec. Et d'ailleurs, les philologues ne ratent pas d'ailleurs l'occasion de montrer que nous savons très bien que 25% du vocabulaire grec est aujourd'hui d'origine égyptienne. Et les mots donc, qui sont d'origine égyptienne dans ce vocabulaire-là, ce sont notamment des termes techniques. Donc c'est pour ça que, je dirais, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas photo.
on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour statuer sur la question. Quant aux mathématiques, ben, le premier d'entre eux, on disait que Thalès est un savant, mais les Grecs disaient qu'il se prétend être savant, mais le peu qu'il sait, il l'a appris de l'Égypte. Voilà ce qu'il disait de Thalès. Les mathématiques, c'est-à-dire, etc. Et même la philosophie elle-même, non seulement le mot, mais la philosophie, c'est-à-dire une notion, un mot banal comme l'eau qu'on boit. Mais la philosophie fait de l'eau le principe de l'explication de tout l'univers. Ce n'est plus l'eau qu'on boit, c'est l'eau comme principe des commencements, principe des origines, principe originel. Voilà. Et ça, on trouve ça où l'explication de dire que l'eau, c'est le nom égyptien, qui est l'incréé et qui est le lieu de tout l'univers, de tout le cosmos. Cette idée très puissante. Parce que philosophes sur l'air, non? Ils ont philosophie sur l'air, sur l'eau, sur l'indéfini, sur des choses comme ça. Mais ces choses concrètes sont devenues des notions abstraites en philosophie. Mais le premier, c'est en Égypte. Parce que le noun, ce n'est pas l'eau qu'on boit. C'est pas l'eau qu'on boit. Ainsi de suite. Vous voyez bien que y a des peuples qui n'ont rien inventé, qui ont tout reçu, etc., qui ont fait ça. La même chose au Rome, ils n'ont rien inventé. La même chose, etc. Tant d'autres choses. Les inventions européennes commencent réellement à partir des temps modernes, mais avant, ils n'ont rien inventé non plus en Europe. Ils n'ont pas inventé. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rind, qui le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau, qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les Égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux Grecs, lesquels Grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudoxe et bien d'autres. Et surtout Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rind. Donc je ne vous en parlerai pas deux fois. Mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'Égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait de la théorie. C'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque. Encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouverez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore, rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Phérécyde, et dans laquelle il disait à Phérécyde, si toutefois cette lettre était authentique, qu'il n'aimait pas écrire, et que donc il préférait voyager. Voilà tout ce que nous avons de Thalès. Sinon, nous avons la biographie donnée par Diogène Laërce, où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les Égyptiens à la proto-histoire. Voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est de comprendre que, par exemple, Platon est quand même resté 13 ans en Afrique noire à découvrir la philosophie. Pythagore est resté 22 ans en Afrique noire à découvrir les mathématiques. Donc on a aussi un certain nombre de témoignages, tels que celui de Strabon, par exemple, qui se rendant en Afrique, en a profité donc pour visiter ce qu'on peut un peu appeler les chambres d'étudiants de Platon et de Eudoxe en Afrique. Donc la problématique centrale de l'ouvrage, c'est d'expliquer que
L'intelligentsia de la Grèce a reçu d'Afrique noire donc les éléments clés de la civilisation. Ça n'a pas été, je dirais, tel qu'on le veut le faire croire aujourd'hui, le génie grec qui a produit seul toutes ces connaissances. Non, il y a eu un enseignement qui a été purement et simplement africain. Si on prend par exemple Aristote, pour Aristote, donc l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Pour Hérodote et Diodore, c'est l'origine même de la sagesse. Toutes les fouilles archéologiques qui sont faites en Afrique, tous les ouvrages écrits par les historiens anciens, peu importe leur origine, peu importe leur nationalité, attestent qu'effectivement, non seulement l'homme est né en Afrique, mais la civilisation aussi est née en Afrique. Et qu'est-ce qu'on entend par civilisation? C'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est la médecine, c'est les sciences juridiques, c'est l'urbanisme, c'est l'agriculture, c'est la spiritualité. C'est toutes ces notions-là importantes qui sont aujourd'hui gravées sur les pierres en écriture hiéroglyphique ou écrites sur les papyrus. C'est pour ça qu'on sait, vous voyez, Claudine Breuer-Roueff en a parlé, que Hippocrate a étudié la médecine en Afrique. Vous voyez, il a étudié la médecine en Afrique, on sait qu'il a travaillé sur les documents de la bibliothèque d'Imhotep. Et Jean-François Champollion est celui qui a dit clairement que Hippocrate a traduit des papyrus de médecine en grec et s'est accordé la paternité de choses qui n'étaient pas le fruit de ses recherches. Et ça, c'est l'héritage de Jean-François Champollion, parce qu'il a démontré par A plus B qu'après avoir déchiffré les hiéroglyphes, il avait obtenu les mêmes textes à la virgule près que Hippocrate. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez que on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli, Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès, et c'est Périclès qui l'a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas, ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe, les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités, qui par conséquent devaient conquérir le droit de cité par la force, qui, tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que
la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structure sociale grecque traditionnelle et science ou philosophie. Par contre, la science et la philosophie, c'est en Égypte qu'elles fleurissaient, et en particulier la science. Et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher. C'est la raison pour laquelle, donc, Thalès y est allé. Il a introduit la géométrie en Grèce à son retour. C'est ce que nous enseignent tous ces biographes. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Et les Égyptiens ont souvent dit, que souvent, Diodore l'a relaté, que les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Ce n'était pas un secret. Mais, parmi tous les Grecs qu'ils ont initiés, c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien. Les Égyptiens étaient extrêmement symbolistes dans la transmission de leurs sciences et Pythagore avait gardé cet aspect. Nous avons retrouvé les signes pré-algébriques qu'utilisaient Pythagore, et en tout cas les pythagoriciens, parce que Pythagore n'a pas écrit, ses écrits n'ont pas survécu. Mais les pythagoriciens de Crotone, n'est-ce pas, on a retrouvé les signes pré-algébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens qui montrent à n'en pas douter également, n'est-ce pas, l'influence de l'Égypte sur la science grecque. Alors, tout cela, de la même façon, montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte. Et mieux, même les savants qui n'avaient pas fait le voyage, souvent l'inventaient. C'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte. Et même vaincue, l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles jeunes civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale. Et les Latins, qui avaient moins de contact avec les Égyptiens, n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contre-preuve. Les Latins étaient de grands bâtisseurs, une certaine architecture qui ne faisait que reprendre les formules, la section d'or que l'Égypte avait déjà connue depuis 2778 et tant d'autres. Mais, aux sciences exactes, les Latins n'ont rien apporté. À la morale et un peu à la philosophie avec Lucrèce. C'est vrai. Mais, là aussi, nous retrouvons les éléments même de la philosophie héliopolitaine, mais sûrement repensés, assimilés, n'est-ce pas, et rendus dans l'esprit grec. Ça, c'est un véritable apport grec. C'est en fait que le matérialisme de l'Antiquité, de Leucippe, n'est-ce pas, à Démocrite, n'est-ce pas, et jusqu'à Lucrèce, c'est en fait. Mais, si vous prenez les sciences exactes, les Latins n'ont pratiquement rien apporté. Alors, donc, voilà la deuxième période au cours de laquelle l'Égypte apportera tous les éléments de la civilisation, même ayant déjà perdu sa souveraineté nationale, parce que les Assyriens sont venus très rapidement, mais à partir de moins 525, Cambyse occupe l'Égypte. Cambyse était sujet à des crises de folie. Il avait donné l'ordre de détruire tout ce qui fut la grandeur de l'Égypte. On a brûlé les bibliothèques, détruit les temples, transporté des ouvriers à Persépolis, justement, pour construire une nouvelle capitale, parce que les Perses n'étaient pas encore été dans l'état semi-barbare et n'étaient pas capables, n'avaient pas atteint un niveau technologique qui leur aurait permis, justement, de résoudre certains problèmes techniques. C'est Diodore qui nous apprend que après la destruction, justement, de l'Égypte, après la soumission de l'Égypte, il a fallu prendre des ouvriers égyptiens pour aller construire la ville de Persépolis. Quand vous prenez, par exemple, l'Arc de Triomphe, vous voyez, la structure, vous voyez, elle vient de là. C'est-à-dire que ce fameux Arc de Triomphe, les Romains l'ont pris tout simplement parce que c'est le porche d'entrée du temple égyptien. Vous voyez, le temple égyptien, il y a un porche d'entrée. Cette structure-là, c'est ceci que les Grecs, que les Romains ont découpé, entre guillemets, pour donner l'arche que l'on voit, par exemple, à Paris, l'Arc de Triomphe et compagnie.
Donc l'origine de ça, vous voyez, il n'y a même pas matière à discussion puisque la construction est la même. Sauf que ça, c'est 3000 ans, moins 3000 ans en Afrique, ça c'est du récent. Vous voyez, c'est l'époque romaine. Donc si on prend dans les Champs-Élysées, les Africains appelaient ça les champs de Yalou, c'était des chemins lumineux que prenaient les âmes pour aller vers Dieu, et c'est les Romains qui ont appelé ça les chemins Élysées. D'où les Champs-Élysées, vous voyez l'avenue des Champs-Élysées, c'est une avenue qui est totalement africaine. Pourquoi? Parce que vous retrouvez l'entrée vraiment du temple de l'Égypte et les chemins lumineux qu'on appelait les champs de Yalou, donc qui ont donné les Champs-Élysées aujourd'hui. Vous voyez, donc voilà la source des choses. Donc voilà pourquoi, regardez le testament de Jean-François Champollion. Jean-François Champollion dit « Les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l'Égypte, beaucoup plus avancée qu'on ne le croit vulgairement. Regardez, la vieille Égypte enseigna les arts à la Grèce. Celle-ci leur donna le développement le plus sublime, mais sans l'Égypte, donc sans l'Afrique, la Grèce ne serait probablement pas devenue la terre classique des beaux-arts. Voilà mon testament, dit Jean-François Champollion. Il s'avère que Homère, c'est pratiquement les premiers écrits de la Grèce. Hein, c'est 800 avant notre ère. Bon, Homère, en fait, écrit, mais l'écriture lui a été donnée par des gens d'origine africaine qui vivaient en Phénicie. Donc on voit bien que déjà, l'histoire de la Grèce n'était pas en vase clos. Deuxième chose, c'est que les informations que Homère va incorporer dans son récit, il y a beaucoup de récits qui, je dirais, il y a une grande part du récit qui concerne l'Afrique. C'est-à-dire quand on voit l'analyse, notamment l'Égypte par exemple, l'histoire de Lys, vous avez Ulysse, vous avez toute une série Circé par exemple qui était africaine dans le récit. On ne soulève pas par exemple Cléopâtre, le fait que Circé était africaine. Vous allez aujourd'hui au British Museum, vous voyez sur les vases grecs qu'ils ont dessiné une personnalité africaine. Hein, et il y a Eurybates aussi qui était le compagnon d'Ulysse qui n'est pas valorisé. Non, mais ce qui est important, c'est de voir que quand Hérodote va mener son enquête, il va s'apercevoir que les récits qu'il va entendre en Afrique chez les Égyptiens anciens ont été réincorporés, réutilisés, reconceptualisés par Homère pour concevoir son récit global. Aujourd'hui, nous parlons d'Homère. Mais si nous pouvons en parler, c'est parce qu'il y a des Arabes qui ont traduit le texte en arabe, vous voyez, en langue arabe. Et à partir de là, vers 800 avant notre ère, ils sont venus avec des textes écrits en arabe où il y avait les récits grecs. Ces textes ont été retraduits en latin et retraduits en grec. Mais ça fait rentrer la dimension, je dirais, de l'apport des Arabes dans la construction aussi de l'Europe. Parce que sans l'arrivée de ces Arabes, là, on ne serait pas en train de parler d'Homère aujourd'hui. Et il y a une émergence qui est africaine, avec une création, une production scientifique, artistique, culturelle qui est relativement riche et qui va être diffusée à travers à travers la planète, à travers d'autres civilisations. Mais c'est ça qu'on peut dire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir le courage de dire aux jeunes, voilà, telle idée est partie d'Afrique, elle a été reprise, diffusée dans le monde grec, ensuite on l'a retrouvée dans le monde arabe, donc en Irak, à Bagdad et compagnie, et puis ça revient en Europe par l'Espagne. Et puis cette idée, ça germe la Renaissance, et puis voilà, c'est tout. Quand l'Occident n'a pas découvert ces antiquités, ce sont les arabo-musulmans, les Arabes, qui ont montré à l'Occident que leur racine était la Grèce. Parce que la civilisation, la philosophie grecque a été connue en Occident, pas par les Occidents directement, mais par les Arabes. C'est les Arabes qui leur ont montré leurs antiquités. Ce n'est pas eux-mêmes. Et quand c'est les premières universités européennes ont été fondées par les Arabes. Les premières universités, Cordoue, Séville, etc. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé ces universités. C'est sur le modèle de Bagdad. C'était donc les... Maintenant, quand les Européens ont su que leurs ancêtres, c'est les Grecs, ils ont dit qu'on n'a plus besoin d'Arabes, on va directement connaître nous-mêmes. Et ils ont développé les antiquités gréco-latines, grec-latin. C'était leur base. Et c'est l'antiquité païenne. Ils ont fait la philosophie, etc. Avec le christianisme, ils ont pris la Bible. Donc ils ont comme fondement de l'humanisme occidental, ils ont l'héritage judéo-chrétien, gréco-judéo-chrétien, c'est-à-dire l'héritage gréco-latin, l'héritage juif, judéo, et puis chrétien, le christianisme. C'est ça. Et leurs propres ancêtres, c'est-à-dire les Gaulois, les Celtes, les Germaniques, les druides, et tout ça a été oublié. Le christianisme a rasé tout ça, ça n'existe plus.
Ils ont pris même le zéro arabe, ils ont pris beaucoup de choses, les mots comme algèbre, c'est arabe. Ils ont pris beaucoup de choses, l'alchimie, alchimie, alchimia, la chimie, ils ont pris tout. Ils sont développés comme ça. Bon, si vous prenez Marie et Jésus, par exemple, alors vous voyez, ici la scène, parce que dans la tradition africaine qui est matriarcale, l'envoyé de Dieu avait sa femme qui s'appelait Isis Marie. Donc la scène où elle tient son fils qu'elle a eu par Immaculée Conception entre les jambes est devenue la scène donc de Marie et de Jésus. Alors vous allez voir comment ça s'est passé. Vous voyez, le concept d'Immaculée Conception en Afrique. Cette femme qui est l'épouse de Ramsès II a eu un enfant avec son mari. L'œuf est cassé. Cette femme a un enfant dans les mains et pourtant son œuf est plein. Il n'est pas cassé parce que c'est la seule femme dans toute l'histoire de l'Afrique qui a eu un fils par Immaculée Conception. Donc son œuf est plein. Vous voyez, voilà comment le concept d'Immaculée Conception se manifeste. Et donc l'histoire, vous connaissez l'histoire. Marie donne naissance à son fils Jésus et elle doit fuir en Égypte, tout simplement pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi, donc Hérode, au nouveau-né. Donc c'est le récit de la fuite de Marie et de Jésus vers l'Égypte. L'histoire de l'Afrique, c'est la même chose, regardez. Isis Marie donne naissance à son fils Horus et doit fuir vers les marécages pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi Seth au nouveau-né. C'est le fameux récit de la fuite vers les marécages. Vous voyez, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout simplement, les pères de l'Église ont repris les textes des Égyptiens et les ont acclimatés pour la tradition chrétienne. Alors vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà la scène de départ. Vous avez cette femme africaine qui allaite son enfant. Vous voyez? Parce que la scène, c'est une scène d'allaitement. C'est important dans la tradition africaine que la mère ait allaité son enfant, parce que c'est dans l'allaitement qu'elle va transmettre à l'enfant sa divinité. L'Europe, pour représenter Marie et Jésus, regardez, vous avez exactement la même scène. Le sein de Marie est à l'air et Jésus allaite. Il n'y a même pas photo entre les deux scènes. C'est une photocopie, sauf que là, le personnage est noir, et là, le personnage devient donc européen. Mais comme dans la tradition européenne, une femme qui a le sein dehors comme ça pose un souci, donc on va progressivement essayer d'enlever la scène du sein. Vous voyez? Donc maintenant, plus personne ne regarde le sein, aussi bien la mère que l'enfant. Tout le monde s'est désintéressé du sein, mais le sein était toujours apparent, ce qui posait un problème. Donc le sein a été complètement supprimé de la scène, et voilà la scène que vous connaissez aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est une évolution successive qui montre finalement de la façon dont les choses ont été faites. Vous savez, cette scène, c'est une scène qui se déroulait une seule fois en Afrique. Vous avez le roi porté par les prêtres, vous voyez, sur les épaules, et avec les étendards qui donnent à la scène le caractère sacerdotal. Le roi apparaît véritablement comme le guide spirituel de son peuple. Vous voyez, donc c'est une scène qui se déroule un jour bien précis, une seule fois, donc au niveau de l'histoire africaine, quand le roi règne. Ici, vous avez la même scène, Horeb-Heb, vous voyez, un autre roi, toujours porté par les prêtres, vous voyez, sur les épaules, avec les pompons de la Matte, donc du Saint-Esprit, que vous avez ici, et les deux étendards qui donnent à la scène son caractère sacerdotal. Vous voyez, le roi, porté par les prêtres, et les deux étendards qui donnent à la scène son côté sacerdotal. Je vous renvoie aujourd'hui, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, regardez ceci. Vous êtes au Vatican, vous avez la même scène. Vous voyez, le pape est porté par les prêtres de la même façon. Vous avez les étendards qui sont exactement les mêmes étendards que je viens de vous montrer tout à l'heure au niveau de l'Afrique. Vous voyez, c'est exactement la même scène. Vous voyez? Donc tout ça pour dire quoi? Voilà ce que disait Diodore de Sicile. Il disait que les historiens rapportent que les Éthiopiens furent les premiers de tous les hommes et ils affirment que les preuves en sont évidentes. C'est exactement ce que la science a démontré aujourd'hui. Les historiens affirment aussi que c'est chez les Éthiopiens que l'on a pour la première fois enseigné à rendre un culte à Dieu. Les cultes qu'on a aujourd'hui sont exactement les cultes de l'Éthiopie qui ont été inventés dans l'Antiquité. La civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce, correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique, de nouveau, a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale. Donc, vous voyez, une première période, c'est la période préhistorique. L'humanité née en Afrique et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents. Donc, ensuite, nous entrons dans la période historique. L'Égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce, qui à son tour les transmet à l'Occident.
Donc, les éléments ne manquent pas pour retracer justement cette influence que l'Égypte a eue sur la Grèce en particulier et sur l'Occident d'une façon générale. Donc on va terminer avec le conte de Volney. Volney qui dit ceci, après avoir visité l'Égypte, il dit « Cette race d'hommes noirs », donc c'est un Français aussi, hein, « Cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris, parce qu'on est en pleine période de l'esclavage au moment où il dit ça, et celle-là même à qui nous devons, voyez, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. » Voyez, cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui devant nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole, d'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples, qui se disent les plus habiles de la liberté et de l'humanité, que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Voilà ce que dit Volney à l'époque, donc vous voyez, 1850, 1750-1820, donc voilà son témoignage.